Bonjour à tous. Nous ouvrons sans plus tarder les débats avec une première rencontre avec l'astrophysicien Aurélien Barraud et que je vais aussi animer en partie. Un premier live intitulé « Quand la science se rebelle ». Aurélien Barraud, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc avec les joies du live, donc avec des petits écrans, des petites captures d'écran, on se retrouve l'un l'autre à des distances et non pas sur le site de Wheel of Green. On verra ça pour l'année prochaine sans doute. La première question que je voulais vous poser, c'était sur, évidemment, pour faire écho au titre, à l'intitulé de ce premier live, la question sur le rôle des scientifiques face à la crise. Alors, vous-même, d'autres évidemment, hein, d'autres scientifiques d'horizons différents participent à des tribunes, à des prises de position, ont parfois une vie médiatique plus ou moins forte. Donc voilà, je voulais déjà vous donner la parole sur ce premier grand sujet. Quel est, selon vous, le rôle des scientifiques face à la crise ? Oui, je pense qu'en effet, il faut être un peu subtil en quelque sorte, parce que il y a, je crois, plusieurs niveaux d'interconnexion comme ça entre la science et la société. Il y a un niveau assez élémentaire qui est ce que j'appellerais celui du savoir commun quasi incontestable. Voilà, la Terre est ronde, on peut en discuter, mais enfin, la réponse est bel et bien connue. Il faut l'exposer publiquement et hélas, la catastrophe écologique à laquelle nous faisons face est aujourd'hui à peu près à ce niveau de certitude. Alors, vous avez remarqué, il y a un peu une double peine, hein, parce que quand vous vous exprimez sur ce sujet et que vous n'êtes pas spécialiste, on vous demande de vous taire, mais si vous êtes un expert, on vous demande de retourner à vos éprouvettes. Donc, c'est un peu, dans tous les cas, personne ne doit parler. Mais enfin, bien sûr, il faut dépasser cette injonction. Après, il y a un second niveau qui est plus subtil. Il ne faut pas faire comme si la science était une sorte de vérité simple, offerte, ouverte, accessible, révélée. Ce n'est pas le cas. Hein. Dès qu'on parle des choses intéressantes, c'est-à-dire des choses complexes, il y a des incertitudes, il y a des déconstructions, il y a des failles. Et je crois que c'est très important de ne pas mettre de côté, de ne pas dissimuler cette jolie subtilité de la science qui est une pensée de la déconstruction, une pensée du doute. Et ça, je crois qu'il ne faut surtout pas faire comme si la science était une sorte d'épiphanie de vérité pure. Ce n'est pas le cas. Et puis enfin, il y a un troisième niveau qui est plus profond, qui est celui des décisions, c'est-à-dire celui des valeurs, celui du monde désiré. Et là, il faut être très clair, ce n'est plus une question scientifique. C'est une question politique, c'est une question sociale, c'est une question axiologique, c'est une question éthique, c'est une question esthétique, c'est tout ce que vous voulez, sauf une question scientifique. Et par rapport à la crise écologique extraordinaire que nous traversons, bien sûr, la science doit nous informer, mais ce n'est pas la science qui peut nous dire ce à quoi ressemblerait le monde que nous désirons. Alors, si on revient un instant sur ce cas de l'effondrement écologique. Aurélien, je vous interromps juste 2 secondes parce que j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important qui va permettre d'assurer l'interactivité de ce premier live du week-end. C'est d'informer les internautes que dans à peu près une quinzaine de minutes, via Facebook, il sera possible pour eux de vous poser des questions et pour le coup, on réagira et on posera donc en direct la plupart des questions des internautes qui sont connectés soit sur la plateforme de Wheel of Green, soit sur le site, sur la page Facebook du Monde. Voilà, désolé, mais je voulais apporter cette précision. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, soyons concrets. Voilà. Imaginez un scientifique qui découvre un criminel sur le point d'abattre un enfant. Alors, est-ce qu'il devrait se dire « Ah, je ne suis pas criminologue, donc je ne le dénonce pas ». C'est ridicule, donc on viendrait. Ou alors pire, est-ce qu'il devrait se dire « Ah, je suis criminologue, mais en tant que scientifique, mon rôle est purement descriptif. Il n'est ni normatif, ni performatif. » Ce serait tout aussi ridicule. Et ce sont les critiques qu'on entend aujourd'hui contre les scientifiques qui essayent de se prononcer sur la catastrophe majeure à laquelle nous faisons face. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut quand même se rendre compte, je crois, de l'ampleur. Nous sommes en train de détruire la vie sur Terre. La vie se casse la gueule. Vie, casse-gueule. Il faut quand même entendre les mots. On ne parle pas ici d'une chose aussi ridiculement futile que le cours de bourse de l'action de Microsoft ou le résultat de mon dernier article sur une vision locale de l'évaporation quantique des trous noirs. D'accord ? On est en train de parler de l'événement le plus grave de l'histoire. Et il faudrait se taire au motif que nous sommes scientifiques. Bon, je crois que la folie de ces injonctions est sans limite. Que n'invente-t-on pas
pour ne pas dénoncer cet incroyable massacre. C'est aussi à peu près aussi ridicule que le fameux « il est trop tard ». Ce qui ne veut absolument rien dire. Hein. Ça ne veut absolument rien dire parce que même quand vous savez que vous allez mourir, il y a des milliards d'autres personnes qui arrivent derrière. Donc, il est trop tard, c'est d'un égoïsme vulgaire et arrogant. Mais c'est tout aussi bête que le « il n'est pas trop tard ». Parce que « il n'est pas trop tard », c'est un peu une sorte de mantra développement personnel pour garder le moral. Genre, tout va encore bien. Ce qui est totalement faux aussi. Donc, soyons clairs, moi, pour conclure. Il n'est ni tard ni trop tard. Mais voilà, parce que trop tard, pourquoi ? Il est trop tard pour que tout aille bien, ça c'est absolument certain. Mais il n'est pas trop tard pour que ce soit moins pire que si on laisse les choses se faire comme en ce moment. Imaginez, on est au milieu de la Seconde Guerre mondiale en ce moment. Et on se dit, est-ce qu'il est trop tard ? Ben non, ça pourrait être pire. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard au sens, finalement, rien de grave ne s'est passé ? Ah ben ça c'est faux aussi, parce que vous avez déjà des millions de morts, donc c'est déjà dramatique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a déjà perdu 60% des populations d'animaux sauvages, on a déjà perdu l'essentiel des insectes et l'essentiel des forêts. Donc c'est gravissime. Mais oui, la vie existe encore. Nous avons des enfants qui auront des enfants. Donc cette injonction, il est trop tard, il n'est pas trop tard, est insensée. Donc soyons clairs. La science a un rôle à jouer, mais il n'y a pas de solution scientifique ou technique à la crise que nous traversons. Parce que ce n'est pas la nature du problème. Même avec des énergies parfaitement propres, ce qui n'existe pas, le monde continuerait aujourd'hui d'être dévasté avec notre manière d'habiter l'espace. Donc, Aurélien, c'est pas le problème. Quand on est en pleine guerre, on ne convoque pas la science pour changer les armes. On fait la paix. Voilà la solution. Aurélien, une question que je me pose, le fait que votre univers, sans jeu de mots, mais en tout cas votre champ d'expertise, en tout cas d'origine, est l'astrophysique, est-ce que ça peut expliquer pour partie cette vision très holistique, en tout cas très, très large du monde et de la société ? Je crois qu'il y a des scientifiques qui, dans certains domaines, sont peut-être moins ouverts sur ces thématiques-là. Non, pas du tout. Il y a aussi beaucoup d'astrophysiciens qui sont très coincés et beaucoup qui sont très ouverts dans tous les domaines. Non, c'est une question de personnalité. Écoutez, tout le monde est compétent face à la chute de la vie sur Terre. Je n'ai absolument aucun primat lié à mon origine intellectuelle. Je ne suis qu'un passeur, mais enfin, la question concerne absolument tout le monde. Il n'y a pas de spécialiste face, je crois, à une telle catastrophe. Deuxième grande question que je voulais vous poser, Aurélien, sur la crise, je crois qu'on peut parler de crise, en tout cas la situation très particulière, inédite qu'on traverse, celle d'une pandémie. Est-ce qu'il y a déjà, alors qu'on n'est pas sorti de cette situation, peut-être du pic épidémique en France, mais en tout cas, on est loin d'avoir réglé ces questions-là. Est-ce qu'on a déjà on peut déjà tirer des leçons, des enseignements de cette période de plusieurs mois inédite qu'on a traversée en France, mais partout en fait sur la planète? Oui, je pense que symboliquement, par exemple, il y a des chiffres qui nous parlent un peu. Vraisemblablement, un peu moins de 0,1% de la population française va mourir ou est déjà morte à cause de cette crise. Ce sont des statistiques un peu macabres, mais elles sont signifiantes. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'on découvre avec ce chiffre, c'est que la pression que les humains exercent sur le reste du vivant est environ 10 à 20 fois supérieure que celle que le Covid-19 a exercée sur nous. Sauf que la crise du coronavirus, c'est une année. Alors que nous, c'est chaque année depuis des décennies. Et là, on se rend compte, je crois, de l'ampleur du désastre. Nous détruisons les oiseaux, les insectes, les poissons, etc., avec une hargne qui est environ 10 à 20 fois supérieure chaque année à la crise exceptionnelle que nous avons nous-mêmes traversée pendant seulement quelques mois. Donc là, on se rend compte, me semble-t-il, de l'ampleur du désastre auquel nous soumettons ceux avec lesquels nous partageons cette planète. La deuxième leçon pour moi, c'est notre incroyable timidité, notre mortelle timidité, pourrait-on dire. Alors, je laisse de côté les injonctions du MEDEF à revenir sur les normes environnementales qui sont pourtant dérisoires. Je laisse de côté le surréaliste. Osons consommer, proféré il y a quelques jours par la ministre du Travail, on croit à une parodie bas de gamme. Mais surtout, je crois que ce qui se révèle ici, finalement, c'est que la crise économique qu'on va traverser est vraisemblablement la plus grave qui ait jamais eu lieu en temps de paix depuis, disons, un siècle. Et pourtant, aucune question fondamentale n'a été posée. Absolument aucune. Moi, par exemple, en tant que fonctionnaire, j'ai continué de toucher mon salaire. Le patron du café en bas de chez moi est en faillite, donc sa vie est foutue. Qui a proposé qu'on partage ? N'importe quel gamin de 5 ans vous dit c'est normal, on fait face à une crise incroyable, totalement imprévue, avec des effets collatéraux qui n'étaient pas envisageables, on partage.
C'est ça la société, c'est ça la politique, c'est ça d'avoir un groupe humain raisonnable. Absolument personne ne l'a envisagé. Et je ne parle pas non plus, bien sûr, de la mise à contribution des super riches, qui est également une évidence intellectuelle pour absolument tout le monde. Mais qui l'a discuté? Qui a proposé que les quelques personnes qui, avec leur seule fortune, pourraient résoudre les effets dévastateurs sur des millions de gens, soient mis massivement à contribution? Et même si on amputait d'un facteur 2 leur fortune, ils resteraient d'ailleurs extrêmement riches encore. Ce sont des évidences que n'importe quel gamin a en tête. Elles n'ont jamais été discutées au plus haut niveau. Et pour moi, ce qui est dramatique dans cette crise, c'est que c'est révélé notre inertie intellectuelle. Même face à un événement extraordinaire, même dans ce cas-là, nous ne remettons strictement rien en cause. Nous en sommes encore aux petits ajustements ridicules. Nous ne réfléchissons pas à la contingence du monde que nous avons construit. La contingence, ça signifie que le monde pourrait être autre. Écoutez, on a 3 fois plus de logements vacants que de personnes dans la rue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ben ça alors, c'est une question compliquée. C'est vrai, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais on n'en parle pas. Personne. On fait une chose très simple, on les réquisitionne et on le met à la disposition de ceux qui sont en train de crever 3 000 à 5 000 morts par an en France chaque année dans nos rues. Mais même là, même face à la catastrophe, personne ne discute sérieusement ces questions. Donc pour moi, le révélateur de la crise, c'est l'inertie dramatique de nos intellects, même lorsqu'il y a quelque chose qui les suscite comme jamais dans l'histoire. Et pour finir sur ce thème, j'ai lu que monsieur le président de la République allait réunir dans quelques jours de grands économistes qui sont vraisemblablement des gens... Pour réfléchir à la crise. Je n'en doute pas. Mais enfin, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est qu'on réunit ceux quand même qui nous ont mis dans cette catastrophe avec une vision du monde qui, j'y reviendrai si j'ai le temps, est intellectuellement intenable et scientifiquement aberrante. Et c'est ceux-là même qu'on va consulter pour essayer de trouver des solutions. Mais permettez-moi une analogie. C'est un peu comme si pendant la catastrophe de Tchernobyl, on faisait venir des architectes d'intérieur pour refaire la déco de la salle de contrôle. Bon, ça va peut-être pas suffire à résoudre le problème. Ce ne sont pas d'économistes drogués à la théorie folle de la croissance dont nous avons besoin pour sortir de cet état mortifère du réel. Alors, 2 choses. Déjà, je répète aux internautes qui sont déjà connectés, qui peuvent commencer à envoyer leurs questions, qui vont ensuite être collectées par Odile Deplat, qui va ensuite donc animer la suite de ce live. Aurélien, je reviens quand même effectivement face à tout ce contexte que vous développez et cette inertie, on peut peut-être même parler d'aveuglement un peu des dirigeants face à l'acuité de la crise. Je pense à une actu qui va peut-être, qui vous a peut-être fait réagir, qui est une actu récente, qui est celle de l'envoi après plusieurs années d'absence, d'un vol habité dans l'espace, donc la capsule de l'acteur privé d'ailleurs, la capsule SpaceX. Est-ce que c'est pas un peu surréaliste de s'ébahir et de dépenser des millions, des milliards de dollars à envoyer 2 hommes dans l'espace, alors qu'on l'a déjà fait par ailleurs, face aux sujets qui sont sur la table actuellement? C'est tout à fait ce que vous dites. Finalement, il n'y a absolument aucune prouesse, puisque ça fait des décennies que les agences spatiales d'État savent faire ce genre de choses. Et même la navette spatiale, il y a 40 ans, c'était autrement plus novateur. Donc la seule nouveauté, c'est que c'est une société privée, et pas n'importe laquelle, hein, puisque son directeur, Elon Musk, est l'homme qui commercialise des lance-flammes. C'est l'homme qui annonce fièrement l'obsolescence du langage. C'est l'homme qui considère que le confinement est fasciste. Ce sont ces mots. Alors même qu'il y a 100 000 morts aux États-Unis parce qu'il veille vraiment très prudemment au gain de ses entreprises. C'est l'homme qui hypothèque sérieusement la possibilité même d'une astronomie en s'appropriant, avec l'immonde projet Starlink, le ciel, puisque manifestement maintenant, le ciel lui appartient. C'est l'homme qui envisage le tourisme spatial pour ultra-riches en manque de sensations. Écoutez, cette affaire, c'est une honte absolue. Voilà, pour moi, c'est l'obscène à son paroxysme. Mais au-delà de la personnalité de Musk, qui n'est pas très importante, je veux dire, dépassons bien sûr l'invective ad hominem. Quelle bêtise, franchement. Il n'y a pas d'exploit ici. Vous voyez bien que finalement, ces fusées sont devenues des espèces de symboles phalliques, des espèces de dernières érections nihilistes de notre monde à l'agonie. La magie, la grâce, la beauté, elle est ici. L'étoffe des héros, soyons clairs, aujourd'hui, me semble-t-il, ce n'est pas du tout celle des astronomes, des astronautes en tout cas, c'est plutôt des Indiens qui luttent pour la survie de la forêt, celle des réfugiés qui luttent pour la survie de leur famille, celle des animaux qui luttent pour la survie de leur horde ou de leur meute dans un anthropocène dévasté. Voilà ce à quoi on pourrait s'intéresser et non pas aux espaces froids
triste, pauvre et vide de l'environnement terrestre, parce qu'en réalité, il n'y a aucune conquête spatiale, hein. On reste prisonnier de l'environnement direct de la Terre, donc tout cela est une vaste bouffonnerie. Et puis, l'actualité, il y a quand même de belles choses, si vous me permettez de conclure sur ce point. Moi, je vois par exemple en Algérie, depuis un an, cette révolution populaire incroyable qu'on appelle le Hirak, où des jeunes, en grande partie, combattent de façon incroyablement, je dirais, saine, pure, entière, contre la gangrène d'un État totalement corrompu. Mais on voit bien que c'est très dangereux tout ça, parce que même ici, la réception est souvent erronée. Vous voyez, tout ça a été rabattu comme ça sur une sorte d'aspiration des jeunes à accéder aux valeurs occidentales, ce qui est tout à fait faux. Ce ne sont pas là leurs revendications. Donc, il y a quand même, je trouve, un potentiel de salissure de notre hégémonie capitaliste occidentale qui est très important et qui fait que même ce qui est beau est presque tout de suite gâché. On voit en ce moment des manifestations contre le racisme qui sont évidemment nécessaires. Généralement, on rate l'aspect systémique, qui est évidemment l'aspect fondamental. Envoyer en prison le policier qui a commis un homicide est certainement nécessaire, mais c'est pas ça l'enjeu fondamental. Questionner le capitalisme, par exemple, c'est évidemment aujourd'hui intéressant. On le voit dans les milieux altermondialistes, mais c'est extrêmement insuffisant. On ne peut pas faire du capitalisme le grand Satan. Il participe au problème, c'est sûr, mais regardons l'histoire. L'essentiel de l'histoire humaine était non capitaliste, était néanmoins très inégale socialement et très dévastatrice écologiquement. Donc, faisons attention à ne pas immédiatement effondrer ces épiphanies comme ça de nouveautés et d'interrogations dans des prismes ou des schèmes qui sont précisément ceux qui nous empêchent de penser la nouveauté radicale que nous devrions commencer à envisager. Bon, c'est parfait, Aurélien, parce qu'en plus, vous avez lancé plein de questions potentielles entre la question des Indiens d'Amazonie qui sont évidemment confrontés à la fois, et par ailleurs d'ailleurs, avec l'arrivée des Garimperos, éventuellement aux maladies, mais confrontés à la problématique de la prédation des ressources que vous évoquiez tout à l'heure, la question aussi des manifestations sociales ou de rue, que ce soit en Algérie, aux États-Unis ou même en France. Donc, je pense que c'est potentiellement des questions des internautes. Donc, on va justement passer à la phase 2, on va dire, c'est pas de la fusée, mais du live, de ce premier live, avec Odile Leplat, donc, qui va intervenir à l'écran de Will of Green, qui est journaliste par ailleurs, et qui va donc faire intervenir les premières questions des internautes sur ce premier live de la session de ce samedi. Bonjour Aurélien, bonjour Simon, et bonjour à tous. Ben oui, il y a beaucoup de questions, en fait, déjà, pour Aurélien Barraud. Et si on en revient au tout début, à la première thématique, il y a une question excusez-moi, voilà, ça y est, je suis perdue dans mes questions. Non, il y a une question de Stéphane Singer qui se demande s'il fallait confier à un collège de scientifiques un pouvoir politique absolu. Est-ce que ils ne sont pas devenus, malgré eux, des dictateurs bienveillants par rapport aux scientifiques? D'abord, sont-ils devenus des dictateurs? Précisément non, puisqu'ils n'ont exactement aucun pouvoir à l'heure actuelle. Donc, ils ne le sont manifestement pas devenus, puisqu'il y a unanimité chez les gens compétents sur la catastrophe globale à laquelle nous faisons face. Attention, hein, ce n'est pas une prédiction sur l'avenir, c'est essentiellement une conclusion sur le passé. Nous avons déjà détruit 60% des populations d'animaux sauvages, peut-être 80% de la biomasse des arthropodes, environ 60% des forêts depuis l'ère préagricole, etc. Donc c'est un constat. Il n'est pas questionnable, puisque ce n'est pas une peur de l'avenir, c'est une étude rigoureuse et incontestée du passé. Ces gens n'ont aucun pouvoir. Donc dire qu'ils sont devenus des dictateurs, c'est un peu gros quand même. Mais ensuite, là où je suis peut-être d'accord avec votre réserve, c'est qu'à mon sens, ça ne serait pas souhaitable. Les scientifiques peuvent décrire l'état du monde par rapport à un certain prisme qui n'est évidemment pas la seule manière d'appréhender le réel. Alors, il ne fait aucun doute que je préférerais voir des biologistes, des médecins, des climatologues aujourd'hui discuter avec M. Macron de l'avenir du monde et pas des économistes. Ça serait déjà mieux, c'est certain, mais c'est totalement insuffisant. Je n'ai pas vu de poète, je n'ai pas vu de SDF, je n'ai pas vu de croyants. Il y a énormément de rapports au monde importants qui devraient être représentés. L'homme occidental moderne a oublié qu'il y a beaucoup d'autres manières d'habiter l'espace, d'habiter le monde, non seulement dans l'histoire humaine, mais même de façon contemporaine. Nous ne sommes pas la seule culture.
Et les autres cultures ont, pour la plupart, développé des interactions commensalistes, des interactions d'échange et parfois même de respect profond avec les autres vivants. Il est temps de s'en inspirer. Aujourd'hui, le plus grave problème, c'est notre arrogance. Les scientifiques peuvent aider à la déconstruire parce qu'ils savent que l'homme n'est pas un démiurge, que l'homme n'est pas Dieu. Mais les scientifiques ne sont, et là je conviens vraisemblablement de la coloration que vous donniez à votre question, ne sont qu'un rouage de cet édifice qui, bien évidemment, ne doit pas leur appartenir. Oui, oui, je crois que cet internaute se posait cette question notamment par rapport à la crise du Covid et au conseil scientifique où on avait vu la difficulté, mais je vois tout à fait. Alors, il y a une autre question de Cloclorico qui, lui, finalement, place l'homme au milieu de toutes les autres espèces et se demande si ce n'est pas le propre de toute espèce d'évoluer et d'être voué à disparaître. Oui, mais écoutez, on peut tout justifier comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit justifier le viol? Parce que finalement, c'est le propre des mâles de vouloir avoir une emprise sur les femelles, quel que soit le coût que ça représente. Est-ce qu'on veut justifier le meurtre comme ça? Est-ce qu'on veut justifier les guerres? Parce qu'après tout, notre histoire est une histoire de conflit. Non, écoutez, ça n'a aucun sens au niveau axiologique et au niveau éthique. On ne peut pas raisonner comme ça. Le propre de l'homme, s'il en est un, c'est précisément de construire ce qu'il est. Voilà. Nous sommes maîtres de ce qui advient. Nous avons une capacité décisionnelle. C'est ça qui est intéressant. Donc dire c'est le propre de toute espèce, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas de propre. Ce qui définit la vie, c'est précisément sa capacité à s'adapter à son environnement. Et pas seulement la vie humaine, hein, on le sait maintenant. Beaucoup d'espèces animales ont une histoire également. Elles ont une culture, elles ont des mœurs, elles ont des us et coutumes, elles ont des valeurs, peut-être même des symboles. Donc, la question qui se pose, et définitoire de ce qui représente la vie, c'est une capacité de choix. Donc la question qui se pose à nous, elle est très simple. Est-ce qu'on préfère continuer à développer la 7G de téléphone portable ou est-ce qu'on préfère à continuer d'habiter une planète dans laquelle se déploient des millions d'autres espèces avec lesquelles on vit en relative harmonie? C'est presque aussi simple que ça. C'est pas une question scientifique, c'est une question éthique. Nous devons définir ce qu'est pour nous un monde souhaitable. Et je tiens à rappeler quand même que quand on dit que l'homme, entre guillemets, ce qui est suggéré par cette question se suicide, mais que c'est le propre des espèces. On parle ici de l'homme technocratique, capitaliste, occidental, parce qu'il y a beaucoup d'autres peuples qui habitent cette planète et qui n'ont absolument pas cette vision-là suicidaire de l'avenir. 2, il ne faut pas oublier que l'humanité emporte dans sa chute des millions d'autres espèces qui n'y sont absolument pour rien et qui sont elles-mêmes constituées d'êtres vivants sensibles qui sont les dommages collatéraux de notre folie. Donc, je crois que c'est un très mauvais argument pour l'immobilisme. Merci. Alors, beaucoup de monde s'interroge aussi et voudrait savoir ce qu'ils peuvent faire concrètement. Voilà, ils sont tout à fait d'accord avec ce que vous défendez et ce que vous exprimez, mais voilà, à titre individuel notamment, ils aimeraient savoir comment s'engager. Et je vous indique qu'il y a aussi d'autres questions sur la Convention citoyenne. Et donc, est-ce que ça peut être un espoir, selon vous, cette Convention citoyenne qui s'est mise en place pour l'environnement? Pour moi, l'engagement fondamental, même au niveau personnel, ce n'est pas les petits gestes. Bon, il faut les faire, hein, évidemment. De faire ce qu'on peut, je ne vais pas les rappeler, tout le monde les connaît. Ça, c'est de l'ajustement de détails. Voilà. Ce qui est important, même au niveau individuel, c'est de penser. De penser, c'est-à-dire de totalement reconstruire notre axiologie, c'est-à-dire nos valeurs. C'est-à-dire que quand vous êtes parent, par exemple, qu'est-ce qui pour vous est le succès de vos enfants? Quel métier pour vous est méliorativement connoté? Est-ce que pour vous, votre enfant a réussi sa vie quand il se balade en Porsche ou quand il se balade en vélo? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que ça, c'est un énorme. Ou lorsqu'il porte une Rolex à 50 ans, c'est ça? Ouais, bon, moi j'aime bien les montres suisses, donc là je me trouve un peu coincé, mais en même temps. Tu n'es pas contre vous, mais on doit tout faire notre mea culpa. C'est exactement ça, en fait. Personne ici n'a les mains propres. Et moi, je n'ai pas les mains propres. Personne n'est donneur de leçons. Ou alors, quand on donne des leçons, on se les donne à soi-même. Et on travaille aussi sur nos propres valeurs. Personne ici n'est tout net. Parce qu'on est tous accros à la croissance. On est tous accros à la consommation. On est tous accros à la possession. Et vous avez raison de le signaler. C'est exactement ça l'enjeu aujourd'hui. C'est qu'on travaille sur nous-mêmes, non pas pour bien trier nos déchets. Bon, on va le faire, c'est très bien. On a les poubelles vertes, c'est super. Mais c'est plus profond que ça. C'est de se demander finalement, qu'est-ce qui me rend désirable et qu'est-ce qui fait que l'autre est méliorativement connoté à mes yeux? Et en effet, je crois qu'aujourd'hui, porter des objets ostentatoires qui ont eu un impact très souvent social et écologique considérable
Je ne dis pas qu'il faut l'interdire, je ne dis pas qu'il faut mettre en prison ceux qui le font, évidemment non. Mais il faut quand même comprendre que ça relève d'une faiblesse, que ça relève d'une erreur et que ça ne relève plus, me semble-t-il, en termes symboliques, d'un marqueur de réussite. C'est plutôt un marqueur d'échec. Nous sommes tous… Aurélien, vous mentionnez de manière un peu effectivement punchy, mais je crois que c'est vrai, donc on est tous plus ou moins accros à la croissance. Comment, pour rebondir sur cette notion-là, comment on fait pour… comment on entame cette cure de désintoxication collective? Moi, je crois beaucoup au regard de l'autre. Il me semble que dès lors que nous avons satisfait nos besoins fondamentaux, on a mangé, on est soigné, on est logé, et tout le monde, hélas, ne peut pas les satisfaire, ce qui est démentiel dans une société aussi riche que la nôtre. Bon, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais une fois qu'on a satisfait ces besoins fondamentaux, ce qui est le cas de la plupart des gens en France, pas dans le monde, hélas, ce qui nous intéresse après ça, généralement, c'est d'être aimé. Beaucoup des choses que nous les faisons pour acheter en quelque sorte le regard de l'autre. Et donc, je crois que le plus essentiel pour sortir de cette dépendance que nous avons, c'est de changer notre regard. Voilà. Et dès que le regard change et que ce qui nous devient désirable, c'est pas d'être invité, je ne sais pas moi, pour passer un week-end à Saint-Barth, mais c'est d'être invité pour aller pique-niquer dans la forêt. Dès lors qu'on considère que quelqu'un qui nous propose ça est en fait quelqu'un de plus intéressant, dès lors qu'on considère qu'un yacht, c'est complètement grotesque aujourd'hui, c'est ridicule. Moi, j'ai envie d'éclater de rire si on m'invite sur un yacht. Qui aura alors envie d'avoir un yacht? Parce qu'avoir un yacht, ça sert à quoi? Ça sert pas à se promener en mer. Ça sert à avoir des jolies filles ou des jolis jeunes hommes qui nous accompagnent dessus. Si aujourd'hui, on n'a plus envie d'aller sur un yacht, plus personne n'aura envie d'en acheter. Donc, je crois que le travail fondamental, c'est de faire évoluer notre regard. Je rebondis juste sur la question d'internaute qui a été posée par Odile, qui mentionnait la Convention citoyenne pour le climat, donc, qui tient les travaux depuis quelques mois, qui est une expérience, alors je ne sais pas si elle sera concluante, en tout cas qui va se conclure là, à la fin du mois de juin, normalement, le 19, 20, 21 juin, et qui donc associe 150 citoyens tirés au sort et qui, par un long cheminement, discussion présentielle au début, puis virtuelle, parce que bien obligé par l'épidémie aussi ensuite, réfléchissent à des solutions pour assurer la transition écologique de manière globale en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et qu'est-ce que vous pensez de quel peut être l'impact de cette initiative, puisqu'en fait, après, ça sera le président de la République, Emmanuel Macron, qui décidera ou non d'appliquer ou de tenir compte de ces diverses propositions? Oui, alors moi je trouve que c'est très intéressant en termes politiques, parce qu'effectivement on voit bien que le gros problème quand même du politique aujourd'hui, c'est quand vous êtes élu, vous voulez être réélu, donc c'est une vision à court terme. Or les mesures qu'il faut prendre pour sauver la vie sur Terre sont des mesures à long terme. Donc ce sont des mesures impopulaires, donc ce sont des mesures qui ne vous permettront pas d'être réélu, donc ce sont des mesures que personne ne prend. Voilà. Tous les présidents de la République en France depuis 15 ans ont promis de s'attaquer à l'écologie. Monsieur Macron, je crois, a tweeté ce matin qu'il allait le faire. Bon, super, moi je me réjouis de ce tweet, mais enfin ses prédécesseurs l'ont dit et ne l'ont pas fait, donc comment le croire? D'ailleurs, monsieur Macron a promis une économie décarbonée, j'aimerais que ce soit vrai, mais je me demande s'il sait d'ailleurs que la 6e extinction massive en cours n'est absolument pas due aux émissions de CO2. Donc, je crois qu'il y a aussi un niveau d'incompétence chez les décideurs qui est assez extraordinaire. Je reviens à votre question. En termes politiques, c'est une bonne initiative parce que les citoyens de cette commission n'ont aucun intérêt personnel à la popularité de leurs suggestions. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Cyril Dion, qui l'encadre, est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. Donc je crois que c'est une expérience intéressante en termes décisionnels. Mais comme vous l'avez dit, le problème, c'est qu'elle n'est que consultative. Moi, j'ai été interviewé par un sous-comité de cette commission. Je les ai trouvés très intéressants, très honnêtes, très instruits maintenant. Mais à la fin, ce ne sont pas eux qui vont réellement prendre les décisions. Donc, vraisemblablement, tout sera très édulcoré. Ça servira de caution. On se donnera bonne conscience. On ne fera qu'un ajustement minime. Il n'y aura aucune révolution systémique. Et donc, ça ne servira à rien. Alors, je ne veux pas tuer quand même le bébé dans l'œuf, comme on dit. Il y a un petit espoir, donc je trouve ça bien de le faire. Voilà, je ne veux pas qu'on dise d'avance, c'est raté. Accrochons-nous à tous les espoirs, mais pour être honnête, il est mince quand même l'espoir. Alors, Sébastien Valverde, sur Facebook, se demande s'il va y avoir un référendum sur les propositions soulevées par la Convention. Est-ce que vous le souhaiteriez ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ces choses-là. Soyons honnêtes, le problème, c'est qu'on a tous le biais qui consiste à croire que le peuple pense comme nous. Et c'est faux, ça.
C'est complètement faux. Dès qu'il y a un acte de malveillance qui est commis par un réfugié, si vous faites un référendum, le résultat sera foutez-les tous dehors. Ce que personnellement, je ne souhaite pas du tout. Au contraire, on devrait en accueillir beaucoup plus. Nos frontières fermées sont une honte absolue. Crime quasiment contre l'humanité. Donc, je suis pas du tout favorable au pilotage au référendum. Non pas parce qu'il faut une dictature, bien sûr que non. On est tous démocrates, voilà. On aime tous que le peuple prenne les décisions. L'ennui quand même, c'est que pour prendre des décisions, d'abord, il faut connaître le problème. Donc, la Convention citoyenne, c'est pas mal comme intermédiaire, parce qu'on prend des gens de la société civile, mais ils ont le temps de réfléchir, ils procèdent à des consultations. Demander aux gens qui ne connaissent rien à un dossier, leur avis sur ce dossier, ne m'intéresse pas beaucoup et ne me semble pas du tout être de bon augure pour des décisions intelligentes et raisonnables. Et est-ce que c'est pas une manière non plus d'ailleurs de dédouaner le politique, dont c'est a priori la responsabilité de décider, puisque le mandat… Écoutez, tout à fait. Je suis désolé, quand on a pris la décision d'abolir la peine de mort, l'opinion publique était contre. L'opinion publique était pour la peine de mort, et je crois qu'elle l'est d'ailleurs toujours pour certains crimes. C'est pas une solution pour les progrès sociaux et éthiques, le référendum. Ça se passe pas comme ça, je suis désolé. Les peines de prison lourdes en France pour les crimes graves ont été multipliées par 2 sous l'effet de la pression populaire. Les gens veulent voir les méchants en prison, alors qu'on sait très bien que ça n'a aucune influence sur l'évolution de la criminalité. Donc, non, sur les sujets sérieux, il faut des gens sérieux. Ça ne signifie pas, bien sûr, que l'opinion populaire ne doit pas être consultée. Et moi, je vote personnellement et je compte bien à ce que ça continue. Mais le référendum, le pilotage au référendum, généralement, ça sera l'émergence d'idées très réactionnaires. On le voit, on le sait, et personnellement, c'est pas mon souhait. Alors, plusieurs questions ont demandé quelle était la place du droit dans toute cette histoire. Est-ce qu'il peut aider est-ce qu'il n'est pas difficile justement de donner, alors quelqu'un met un prix à la nature, je ne sais pas si c'est exactement ça la question du droit, mais voilà, beaucoup d'internautes se sont interrogés sur le rôle qu'avait le droit à jouer là-dedans. Oui, la nature, ça n'existe pas, comme dit Descola, mais finalement, beaucoup d'autres cultures l'avaient déjà compris depuis longtemps. Cette distinction homme versus nature, ou plus exactement culture versus nature, qui est un héritage de la métaphysique occidentale, est obsolète. Elle n'a aucun sens. L'homme est une espèce parmi 7 millions d'autres. Donc déjà, il faut sortir de cette dichotomie qui, du point de vue biologique, du point de vue éthique, du point de vue presque scientifique, n'a finalement aucun sens. Au-delà de ça, je suis d'accord avec vous. Je crois que le droit est très important. Le droit, c'est ce à quoi on recourt quand on sait que l'individu n'est plus capable de se contrôler. Voilà. Donc on dit par exemple, il ne faut pas tuer son prochain, mais ça suffit pas. Il y a quand même des meurtres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une loi. On fait une loi qui dit, écoute, si tu tues ton prochain, tu vas avoir de gros problèmes. Et je pense que la loi qui interdit de tuer est une bonne loi. En effet, pour ce qui est de l'avenir de la vie sur Terre, on en est pour l'instant à l'injonction. On voit que, par exemple, certains de nos représentants politiques conseillent aux grandes entreprises de faire attention aux problèmes écologiques. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça ne marche pas comme ça. On ne donne pas des conseils dans ces cas-là, on donne des ordres. Voilà. Et c'est à ça que sert le droit. Il ne faut pas les convaincre, il faut les contraindre. Parce que là, on parle de choses sérieuses. Là. On ne parle pas du cours de bourse, d'une action. Là, on parle de la possibilité de déployer un avenir sur une planète habitable. Et donc, comme l'explique par exemple Valérie Cabanès, qui travaille sur ces questions de façon très fine et érudite, il est très important, je crois, d'en passer en effet par le droit. Non pas pour restreindre nos libertés individuelles, comme le disent certains abrutis qui ne comprennent pas les enjeux et les problèmes que nous traversons, mais au contraire, pour permettre aux libertés individuelles d'exister. Parce que quand on aura 4 degrés ou 5 degrés de réchauffement climatique en moyenne et qu'on ne pourra plus sortir de chez nous l'été, voire qu'on sera d'ailleurs mort par la dévastation induite par les catastrophes naturelles, là, pour le coup, les libertés individuelles, ça sera drastiquement réduit. Donc, ce dont il est question ici, c'est d'apaiser notre rapport au monde pour précisément sauvegarder les libertés individuelles. Et je crois que le droit est en effet une solution importante. Alors, je redis, pardon, juste une petite chose, puisqu'on parle de choses, à la fois l'importance du droit dans ce contexte, mais est-ce que politiquement, il y a des… Bon, je ne vous demande pas de prendre la place d'Emmanuel Macron, enfin, c'est ni votre volonté,
ni ce qui va se passer dans les prochains mois. Non, mais quelles seraient les grandes mesures à prendre, ou s'il y avait une mesure à prendre assez vite, sans doute peut-être dans le fil de ce que va proposer la Convention citoyenne pour le climat, qu'est-ce qui seraient les grandes décisions un peu coercitives à prendre pour freiner un peu à la fois toutes les thématiques que vous avez abordées, l'érosion des espèces, le dérèglement climatique qui est à l'œuvre depuis déjà pas mal de temps et qui est vraiment un dérèglement climatique, par exemple, d'origine humaine. Quelles seraient les 2 ou 3 grandes mesures qui vous semblent les plus justes et les plus urgentes à mener à bien? Moi, je suis désolé, je fais un peu l'emmerdeur, je ne vais pas directement répondre à la question parce que je crois que maintenant, le plus urgent, c'est vraiment de penser que le monde que nous avons construit est totalement contingent. Il pourrait être différent. Là, pour moi, écoutez, on est en train de jouer à un jeu où les règles font qu'on ne peut que perdre. Vous savez, quand les enfants jouent et qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent que perdre, ils arrêtent. Ou alors, ils changent les règles. Et voilà. Donc, oui, ils balancent l'échiquier. Ils changent les règles. C'est pas prendre de nouvelles mesures compte tenu des règles qui sont les nôtres. Quand il y a un problème systémique, il ne peut y avoir de solution que systémique. Alors là, en attendant comme ça, on peut faire des petites choses qui seront positives, qui généralement n'arrivent pas d'ailleurs. Moi, je les attends toujours. Mais ça ne suffit tellement pas, parce que, pour reprendre l'exemple qu'on donne, quand bien même on ferait une transition décarbonée, et moi, je n'y crois pas du tout. N'oubliez pas que la seule et unique chose qui a fait baisser les émissions de CO2, c'est le coronavirus. Alors, les gens qui nous disent on va trouver des solutions technologiques, ils croient au Père Noël alors que nous avons affaire à des pères fouettards. Parce que soyons quand même parfaitement clairs, les technologies se développent chaque année et les émissions de CO2 se développent chaque année. Donc, la technologie pour nous trouver du CO2, c'est une vaste fumisterie, c'est une imposture, une méga imposture. Mais au-delà de ça, les émissions de CO2, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est qu'un infime problème. Ce n'est pas ça aujourd'hui qui cause la disparition des espèces. C'est notre manière d'exploiter et plus exactement de coloniser les espaces naturels. Donc, il faut revoir très fondamentalement notre rapport au monde, c'est-à-dire toute notre organisation économique et sociale. Je vous rappelle quand même que nous vivons dans un monde dans lequel 700 000 personnes meurent chaque année en Europe de la pollution, dans lequel 50 000 personnes meurent chaque jour dans le monde de la pollution et de la famine. Comme le disait Cabrel à propos de la corrida, est-ce que ce monde est sérieux? Moi, je vous donne la réponse, c'est non. Non. Ce monde n'est pas sérieux. Écoutez, je ne sais pas, moi, vous discutez avec un gamin, il vous dit, faut un salaire minimum. Bah oui, dans une société organisée, on laisse personne crever de faim. Puis il faut aussi un salaire maximum. Parce que, évidemment, voir l'autre fou d'Amazon posséder autant que je ne sais pas combien de pays d'Afrique, c'est obscène. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on le décide. C'est pas écrit dans le grand livre de la nature, ça. C'est notre décision. Nous avons décidé que certains… Je lisais hier matin qu'un grand couturier français s'amusait à acheter des maisons et à les laisser vides. Non mais écoutez, est-ce que ce monde est sérieux? Voilà. Notre droit, notre organisation économique et sociale relève aujourd'hui de la folie. Bon, on s'est trompé collectivement. C'est pas grave, on va pas couper des têtes. Ok, mais maintenant, on va devenir un peu sérieux. Il y a énormément de questions, donc on n'aura pas le temps de toutes les poser. Mais il y en a 2 que j'essaye de rassembler, celle de Théodore Janvier et celle de Marie Babé. Alors d'une part, comment lutter face aux lobbies qui font pencher les décisions politiques et comment arrêter les massacres écologiques de Trump et Bolsonaro. Et après, il y aura une très intéressante question sur le contrat social à réinventer peut-être. Mais je vous laisse les 2. Voilà, comment lutter face aux massacres écologiques de Trump et Bolsonaro? Je dirais 2 choses. La première, c'est que c'est vrai quand même… Vous voyez, là encore, quand on parle de référendum, bon, les élections américaines, elles sont quand même pas truquées. Donc, certes, bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a un effet de propagande, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais quand même, les élections où vraisemblablement les urnes n'ont pas été bourrées, d'accord? Donc, des élections ont mis à la tête du pays le plus puissant du monde un homme dont il est très vraisemblable qu'il est déficient mental. Donc, on a donné un fou quand même, essentiellement. C'est pas simplement qu'on ne l'aime pas, parce qu'on ne l'aime pas. Mais en plus d'être un salaud, ça c'est une chose, c'est quand même un fou. Là, on commence à se… c'est pas sérieux. Ils écrivent des textes aujourd'hui en expliquant que vraisemblablement, c'est quelqu'un qui relève quand même de l'aliénation. On a donné le feu nucléaire, la capacité de détruire l'essentiel de la vie sur Terre, pas seulement humaine, à cet homme-là, de façon démocratique. Alors bien sûr, je sais, on peut dire que c'est pas une vraie démocratie parce qu'il y a un tel embrigadement systémique que, etc., etc. Tout cela est vrai. Mais vous voyez quand même la limite du référendum avec cet exemple-là. C'est pareil pour le président brésilien. Donc ça, c'est vrai, c'est un problème. Mais ensuite, moi, je voudrais quand même qu'on ne se contente pas
d'invectiver ces deux personnalités, effectivement, on ne peut plus détestables. Nos représentants sont beaucoup plus polis. Ils ne sont pas fous, ils sont plus éduqués, ça ne fait aucun doute. Mais enfin, concrètement, on ne fait pas beaucoup mieux. L'Europe ne fait pas beaucoup mieux. Sur certains indicateurs, par exemple les émissions de CO2, l'Europe fait mieux. Ça, c'est vrai. Bon, très bien. Tout progrès est bon à prendre. Mais enfin, intégré sur 2 siècles, c'est l'Europe, le plus grand pollueur de la planète. Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Donc, arrêtons quand même de trouver des boucs émissaires à l'autre bout du monde. Le problème a lieu ici et maintenant. Et je vous rappelle que si la France a un bien meilleur bilan de carbone que la Chine, c'est parce qu'elle fait fabriquer en Chine ce qu'elle consomme. Nous avons délocalisé la pollution. Quelle idée géniale! Est-ce que tout le monde est sérieux, franchement? Alors, pour revenir aux lobbies, ils existent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, voir des chefs d'entreprise, pas tous, hein, mais certains chefs d'entreprise s'organiser pour orchestrer la fin de la vie sur Terre, ça relève du terrorisme quand même. Hein. Donc, il serait temps que ces choses soient appelées par leur nom et soient dénoncées comme elles doivent l'être. Cela dit, ça existe. Je ne sais pas bien comment lutter contre ça. Moi, j'ai discuté avec des gens au plus haut niveau, hein, avec des directeurs de, je ne vais pas donner de nom, mais parmi les plus grandes banques du monde, des ministres, avec des gens. Tout le monde n'est pas mal intentionné. Il y a des gens qui sont conscients du problème. Mais vous savez ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont même plus le pouvoir. Le directeur d'une des plus grandes banques d'affaires du monde m'a dit « Mais je sais bien que vous avez raison. Mais si je dis le quart de ce que vous dites, dans les 10 minutes, je suis remplacé par le conseil d'administration, par quelqu'un d'autre. » Autrement dit, l'inertie systémique a créé aujourd'hui un monstre. C'est pas facile de trouver un monstre. Et Spencer Pay, donc sur Facebook, se demandait, faut-il réécrire un nouveau contrat social? Oui, c'est pas mal cette idée-là. Bon, ça, c'est un truc d'intello. Oui, il nous reste 4 minutes. Par exemple, Michel Serres a travaillé sur ces questions en essayant de voir, et après Rousseau, par exemple, que peut-on faire? Ça, au niveau philosophique, c'est passionnant. Bon, le problème de ces idées, c'est que ça prend un peu de temps ensuite pour diffuser dans la société civile. Je crois que ça serait très essentiel, oui. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Le problème, c'est le passage du descriptif au normatif, puis au performatif, qui est toujours un peu compliqué et un peu lent par rapport à l'urgence. Donc oui, je crois qu'il faut le faire, mais il ne faut pas s'en contenter. Voilà. Mais le problème du contrat social, vous savez, c'est que pour le dire très brutalement, c'est que ça sera écrit par des gens très éduqués et sans doute très bien intentionnés, mais très loin de la préoccupation de beaucoup d'autres de nos concitoyens. Et ça, c'est dramatique. C'est très compliqué. Je ne sais pas comment faire face à ça. Moi, je fais exactement partie de ce problème. Et je suis un des représentants de ce problème. Et je ne sais pas comment pallier cette situation. Mais le problème, c'est que le contrat social, il faut aussi regarder ailleurs. Voilà. On ne peut pas le faire de façon européano-centrée. J'insiste, regardons en Algérie aujourd'hui. En Algérie, vous avez des millions de jeunes qui, toutes les semaines, ont fait une révolution pacifique sans être tributaires des valeurs de l'Occident et sans être dans la continuité d'un régime corrompu. Moi, je trouve que ce sont des héros, ces gens-là. J'aimerais parler avec eux et apprendre d'eux. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Odile? On a beaucoup de questions, mais malheureusement, nous n'avons plus de temps. Ok. Super, en tout cas, super pour ces 45 premières minutes. Merci aux internautes qui ont posé des questions et qui peuvent prendre un café, faire une petite pause avant de se retrouver à 12h pour le deuxième live que je vais présenter dans quelques instants. Merci Odile, merci aussi à Aurélien, évidemment, pour ce premier live. Et donc, alors peut-être pas une injonction, mais en tout cas, cette invitation à penser notre rapport au monde et penser aussi à notre manière, nous, d'habiter le monde et de peser aussi sur lui et peut-être de le préserver, puisque c'est quand même un peu l'enjeu. Donc, merci à tous.